On va essayer d'être ensemble pendant 1 heure et demie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de décrypter la situation très complexe du Tchad aujourd'hui. On va dire qu'on a commencé par présenter ça comme étant un décryptage des élections, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des élections? En tout cas, on va voir ça avec tous nos invités de ce soir. Ce soir, on attend le sociologue panafricaniste, le politologue, consultant géopolitique et géostratégie, Jonathan Batengene. C'est un intervenant qu'on a l'habitude d'entendre pour cette intervention très intéressante, très pertinente. On a déjà avec nous d'ailleurs ce soir Abderrahmane Amadaï, qui est journaliste, qui est militant d'urgence panafricaniste au Tchad. Merci mon frère d'être avec nous. Toi, tu es sur le terrain, tu es à N'Djamena. Tu es également le PDG du journal en ligne Flash Tchad. C'est un journal numérique, un journal participatif, panafricaniste. C'est un journal qui est indépendant. Et tu es directement sur le terrain, donc tu vas pouvoir nous donner un petit peu la température. Je sais qu'il fait très chaud, hein. Je pense qu'on va parler de 46 degrés. Donc tu vas vraiment nous donner la température sous toutes ses formes. Il y a également Djoret Tang, notre frère Djoret, qui est avec nous ce soir. Djoret, c'est un militant qui est leader de l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï et de la plateforme de la diaspora tchadienne. Il est également économiste. Je le disais, il est très actif dans la société civile. On rappelle donc qu'aujourd'hui, c'était les élections au Tchad. Ces 10 candidats qui étaient en cours sont une femme et évidemment les 2 principaux candidats que vous connaissez, Kaka Déby, le fils d'Idriss Déby, qui est resté au pouvoir pendant de très très longues années. Kaka Déby est soutenu par l'armée française, particulièrement sanguinaire depuis qu'il est à la tête du pays, depuis l'assassinat de son père. Son père, on rappelle, le maréchal a été assassiné par des drones français, il faut bien préciser. Et en face de lui, l'autre candidat, Succès Masra, c'est vraiment les 2 gros candidats. C'est important de bien revenir sur les détails parce qu'on a un public qui est vraiment divers de toute l'Afrique. C'est ce média panafricain. On essaie vraiment de partager, d'essayer de vous faire comprendre la situation, les dessous des cartes. Voilà, j'autorise donc Jonathan Batengene à entrer dans ce live. Donc, je le disais, Succès Masra, le chouchou du Quai d'Orsay, le chouchou des Américains. Il était nommé donc Premier ministre il y a quelques mois. Est-ce que c'était à la surprise générale? Je ne sais pas. Je propose qu'on commence directement avec notre frère Abderrahmane à prendre la température sur place. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a entendu qu'il y avait des forces de l'ordre qui entouraient la maison de Succès Masra. Est-ce que ce sont des informations qui sont confirmées? Comment s'est passée cette journée d'élection sur le terrain? Bonjour, merci de m'avoir invité à échanger aujourd'hui avec vous sur la chaîne panafricaine Afrique Résurrection, qui est d'ailleurs une chaîne qui est suivie aujourd'hui par des millions d'Africains qui veulent l'émancipation des Noirs, sinon aussi des Africains. Moi, je m'appelle Abdelrahman Moussa Amadaï, je suis journaliste. Aujourd'hui, j'étais sur le terrain. Je viens de rentrer, pas plus de 40 minutes. Je suis rentré à la maison depuis 7 heures du matin. Je suis sur le terrain. Euh, L'élection présidentielle aujourd'hui, il n'y a pas eu assez d'engouement. D'une part, il y a dans les quartiers nord de la capitale, il y a moins d'engouement. C'est-à-dire, les électeurs n'y étaient pas, pas plus, les électeurs ne sont pas sortis. Les électeurs ont boudé dans les quartiers nord. Euh, et dans le quartier sud, on a eu un peu d'engouement où plus militants de Masra qui sont sortis voter. Et par exemple, lui, dans le 9e, dans le 6e, dans le 7e arrondissement de Yamena, il y a eu, le vote était acceptable dans les quartiers sud du pays, dans les quartiers nord de la capitale, pas d'engouement. Eh bien, la situation sécuritaire, la sécurité est plus renforcée aussi toujours dans les quartiers sud de la capitale, les fiefs, c'est-à-dire les fiefs de Masra. La sécurité est renforcée. On voit les agents de sécurité, que ce soit la police, que ce soit les forces de l'ordre armées, ou encore des voitures, des polices anti-émeutes sont aussi déployés et qui circulent dans les rues. Et c'est rassemblé plus dans les quartiers où il y a plus les militants de l'ancien opposant, aujourd'hui Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle à la personne de Succès Masra. Alors, à la question de si, si
le siège ou le domicile du Premier ministre est encerclé, ces informations, je n'ai pas eu une idée. Mais en matinée, quand nous sommes passés vers les sièges du parti Les Transformateurs, du Premier ministre, qui est aussi candidat, il n'y a pas de police, ni il n'y a que les militants du parti qui sont devant le siège. Voici en grosso modo les élections. Mais je vous rassure que le taux de participation est très faible dans les quartiers nord. Nous avons fait, sur les 10 arrondissements, nous avons fait 8. Nous avons fait le deuxième arrondissement, le troisième arrondissement, le quatrième arrondissement, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. Sauf le premier et le dixième arrondissement, nous n'y étions pas. Mais dans tous ces quartiers, il n'y a que le neuvième, le septième et un peu le sixième où il y a d'engouement. Mais le reste, pas d'engouement. Et le taux de participation est faible. Et je vais vous communiquer dans un instant le chiffre que nous avons relevé dans les différents bureaux de vote dans lesquels nous avons sillonné. On a été banni de TikTok, c'était il y a quelques instants. Donc on réaménage, on espère que les gens vont se connecter de plus en plus. J'aurais de ton côté, tu me donnais quelques nouvelles dans l'après-midi, des nouvelles qui étaient inquiétantes. Tu parlais de chaos, tu parlais même peut-être de personnes qui auraient été assassinées. Qu'est-ce que tu as comme information concrète maintenant en ce qui concerne vraiment purement la façon dont ces élections sont en train de se passer? Oui, merci beaucoup, Lomé, pour l'opportunité que tu nous donnes hein, de pouvoir parler de ces élections, entre guillemets, comme tu le disais. Et merci de nous donc donner ce micro. Bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien, nous avons passé, disons, la journée à suivre, à scruter de près ce qui se passait. Et nous avons rassemblé un ensemble d'éléments qui montrent effectivement que ces élections n'étaient pas libres, n'étaient pas transparentes comme on aurait voulu. Et cela ne fait que refléter, disons, les craintes que les différents acteurs avaient par rapport à ce processus qui était vicié dès le départ. Alors, je reviendrai certainement sur ces aspects un peu plus tard, mais je voudrais dire que dans cette journée, eh bien, il nous a été relevé plusieurs cas de morts, plusieurs arrestations, plusieurs personnes blessées, y compris dans les rangs des forces de l'ordre, par exemple à Béché, ce qui est en réalité le reflet d'un rejet d'un système et d'une détermination des électeurs à se faire respecter, à faire respecter leurs droits. Eh bien, vous l'avez dit, il est autorisé, enfin, il n'est pas interdit de filmer les procès-verbaux, mais dans ce qui nous a été relevé, c'est que les appareils photo, les téléphones des observateurs, des délégués des différents partis ont été arrachés. Il y en a qui ont été bastonnés, aussi bien dans la ville de N'Djamena que dans les provinces, dans certaines villes. La capitale, à Moundou, on nous signale 10 morts à la suite d'altercations entre les manifestants qui étaient mécontents de certaines conditions, notamment, par exemple, l'expulsion des bureaux de vote, des délégués de certains partis, notamment sous des transformateurs. Donc, nous avons vécu une journée de forte tension depuis la matinée jusqu'à ce soir, et je pense que jusqu'à l'heure-ci, si les tendances que nous avons observées certainement se poursuivent, puisque c'est le moment crucial où les gens attendent à ce qu'ils puissent assister au dépouillement, qu'ils puissent constater la vérité des urnes avant de rentrer chez eux. Alors, le phénomène, nous avons commencé à l'observer depuis hier, parce que hier, il y a eu le vote des militaires, il y a eu le vote aussi de la diaspora tchadienne dans les différentes ambassades. Eh bien, à ce niveau également, nous avons constaté, en tout cas, il nous a été relevé le fait que, eh bien, les ambassades ont refusé l'accès, les ambassadeurs ont refusé l'accès aux locaux, à certains observateurs, notamment ceux des transformateurs. Ils ont refusé qu'on assiste jusqu'au bout au dépouillement dans les bureaux de vote.
Et il y a même eu, comme dans le cas aux États-Unis, où certains bureaux de vote ont été créés ex nihilo, certainement pour pouvoir euh, réaliser certaines opérations basses. Et puis, par contre, dans d'autres villes, il a été complètement pas possible que la diaspora puisse voter. Donc, véritablement, ce que nous avons observé, on peut le résumer en deux mots. C'est des élections à main armée où les autorités tentent d'imposer la volonté, leur volonté aux populations qui n'en veulent plus. Et cela, je crois que c'est une tendance qu'il faut relever. Mon frère tout à l'heure l'a relevé dans les quartiers, dans les villes au sud du pays. Il y a une formation plus forte, beaucoup plus forte, à cause de la montée de changement sur la population, mais au nord également, dans les quartiers nord de la capitale et dans les autres villes. Phénomène nouveau, mais il y a un rejet du système manifeste soit boycott de cette. On est sur Afrique Résurrection. L'idée ici, évidemment, c'est de décrire à chaud ce qui vient de se passer aujourd'hui avec ces élections. Mais ces élections, on savait aussi dès le départ que ce serait une mascarade. C'était un peu voté pour la peste et le choléra. On le savait vraiment, on connaît les soutiens des deux principaux candidats, de ceux qui sont le plus mis en avant. Les autres candidats, il y avait aussi beaucoup de programmes qui étaient un petit peu en décalage avec les réalités, notamment les réalités géopolitique. Et quand on ne tient pas compte de la place du Tchad aujourd'hui, qui est le dernier bastion de la France-Afrique, on va dire au Sahel, qui est vraiment un pays qui est enclavé et qui est en train de vivre des tas de changements qui sont assez cruciaux. Jonathan Batengene, j'aimerais bien que tu puisses maintenant entrer dans ce live pour nous expliquer un petit peu le lien qu'on peut faire aujourd'hui pour que les gens comprennent le dessous des cartes, ce qui se passe notamment avec le Soudan, où il y a ce génocide qui est en cours, où il y a ces camps de déplacés avec des milliers de personnes qui viennent du Soudan, qui sont arrivées notamment au Tchad, et puis ce lien avec la Centrafrique et bien sûr avec le Cameroun, parce que peu de gens en parlent, peu de gens ont cette compréhension globale de tout ce qui est en train de se passer, mais finalement, ces quatre pays-là sont connectés. Si tu pouvais nous expliquer un petit peu ton analyse de la géopolitique du coin et l'impact que ça a sur ces élections qui ont lieu aujourd'hui. Élections, entre guillemets, la mascarade d'élections, le théâtre auquel on a assisté aujourd'hui. Déjà, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver, Maud, le frère Joret, et puis l'autre frère, c'est Jamal, c'est ça? Si je me trompe. Abderrahman. Abderrahman. Merci, Abderrahman. Toutes mes excuses, Abderrahman. Donc, et tous ceux qui sont dans le direct. Le Tchad, c'est une situation particulière. Ce n'est pas faire l'histoire du Tchad parce que nos frères connaissent un peu plus cette histoire, mais c'est toujours bien de savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir où on va. Le Tchad a été constitué comme un des terreaux, ou du moins un des bastions de fabrication des armes de guerre humaines, des contingents utilisés dans le cadre soit de la répression néocoloniale sur d'autres territoires, soit de l'avant-garde néocoloniale dans les actions de déstabilisation des puissances étrangères. Les soldats tchadiens, depuis 1965, depuis même 1950, travaillent beaucoup avec la France. Au Cameroun, quand vous entendez parler de la répression, la grande répression qui a eu lieu contre l'UPC, il y avait beaucoup de soldats tchadiens qui étaient utilisés. Il y avait également des soldats maliens. C'est des soldats qui ont été utilisés même dans la guerre du Kolwezi, en RDC. Ils ont été envoyés dans la guerre du Kolwezi en soutien de Mobutu, à l'époque sous couvert de la France. C'était une action de la DGSE française. Quand vous comprenez ça, vous comprenez le lien profond qui existe entre l'armée française, les services secrets français et beaucoup d'officiers
de l'armée tchadienne. L'armée tchadienne, dans les années récentes, sous le maréchal Idriss Déby Itno, avant sa conversion panafricaniste, le maréchal a été utilisé dans le cadre de la déstabilisation du Centrafrique. Les soldats tchadiens ont facilité l'arrivée au pouvoir de la Séléka. La Séléka, ceux qui ne le savent pas, en 2013, c'est un mouvement qui prétendait défendre les musulmans au Centrafrique et s'est retrouvé au pouvoir avec un monsieur qui était quincailler en N'Djamena, qui s'appelle Michel Djotodia. C'était un simple quincailler. Il avait sa quincaillerie et un beau matin, la DGSE française a proposé au maréchal Idriss Déby Itno de faire de ce quincailler le président du Centrafrique. Donc, l'enjeu du Tchad est crucial. Les Tchadiens ont une histoire profonde de guerre où ils ont démontré leur capacité avec la Libye. C'est vrai que de manière pompeuse, quand la France veut montrer qu'elle a apporté du soutien aux Tchadiens, elle dit qu'elle a permis de sauver la bande d'Aouzou. Mais la bande d'Aouzou, c'était d'abord la bravoure des soldats tchadiens. Vous avez la garde nomade, constituée en grande partie des Gourans, qui a été décisive dans les grandes batailles de Faya Largeau. Et c'est parce que ces hommes maîtrisaient très bien les montagnes du Tibesti que le Tchad a réussi à tenir tête à la Libye. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes au sud de la Libye, et même dans la Libye, les peuples de là-bas redoutent terriblement un citoyen tchadien. Pour eux, les Tchadiens sont simplement l'image de ce que leur armée a été pendant cette guerre. Le Tchad, c'est donc dans le cadre géopolitique ce genre de pays qui sert de réservoir d'armes humaines qu'on peut utiliser. Vous allez voir, le président qui avait voulu faire du Tchad, qui avait voulu constituer un État normal au Tchad, ils l'ont assassiné. Les années, je crois, 1969, président Tombalbaye. C'est le seul qui a eu, à cette époque-là, la volonté de constituer véritablement l'État tchadien. Dès qu'il a découvert le pétrole et qu'il s'est dit, je vais le faire avec les États-Unis, les Français l'ont assassiné. Et depuis le départ de Tombalbaye, le Tchad est entré dans un cycle de violence. Les fans, le Gounth, des rébellions à n'en plus finir. Et vous avez une dizaine de personnes qui vont se succéder à la tête de l'État jusqu'à l'arrivée d'Hissène Habré. Hissène Habré, c'est une relative stabilité. Pourquoi je reviens sur le cas d'Hissène Habré? Hissène Habré, ça a été un régime fort sous partenariat des États-Unis. Parce que quand on parle toujours des massacres d'Hissène Habré, on veut ignorer que Hissène Habré, c'était l'allié numéro 1 des États-Unis. C'est Hissène Habré qui va vaincre véritablement les Libyens avec les missiles Stinger que vont lui vendre les États-Unis. Hissène Habré, c'est lui qui réussit un temps soit peu à stabiliser le Tchad. Mais il se retrouve avec un pays qui, dans le cercle de déstabilisation géopolitique des puissances néocoloniales, n'a pas véritablement l'ossature d'un pays. C'est un pays qui n'a que des guerriers. Partout, vous avez des guerriers. Vous avez des bandes qui sont capables de se lever et venir conquérir le pouvoir. Hissène Habré avait comme chef de renseignement Idriss Déby Itno, qui était encore très jeune. Et quand on parle des massacres d'Hissène Habré, on ne peut pas exclure le président Déby. Il a été un ingénieur de la répression d'Hissène Habré. Vu qu'il était patron des renseignements, je vois mal un président prendre des décisions de répression sans consulter son patron des renseignements. Idriss Déby
va être instrumentalisé par les Français parce qu'ils constatent que Hissène Habré fait un rapprochement. Et d'ailleurs, si vous regardez le contrat sur l'exploitation des gisements pétroliers du Sud, vous allez voir que les contrats ont été signés dans les années 90, donc à l'époque d'Hissène Habré. Et les contrats sont libellés de telle sorte que c'est l'entreprise Chevron Texan, les grandes majeurs du pétrole aux États-Unis, qui ont gagné le marché d'exploitation et du transport. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le pipeline Tchad-Cameroun, c'est Chevron Texan qui a financé l'essentiel du projet. C'est les Américains qui étaient derrière Hissène Habré. Donc, tout ce qu'on a dit, les massacres des Tchadiens, les Tchadiens doivent aussi regarder les Américains et leur demander des comptes. Ça, c'est l'histoire récente du Tchad avec toutes les implications géopolitiques. Vous avez donc Idriss Déby qui va prendre le pouvoir sur le Conseil des Français. Pour prendre ce pouvoir, il part au Soudan. Au Soudan, pourquoi? Parce que Déby est un Zahawa. Les Zahawa, c'est une ethnie qui est à cheval sur deux pays, le Tchad et le Soudan. Il y a deux grands clans, les Boregat, l'ethnie du président Déby. Il y a les Zougéat, excusez, je prononce mal, et il y a la troisième ethnie qui est au niveau du Tchad, du Soudan. Ces ethnies sont des clans qui ont constitué par le passé un grand empire, je crois l'empire du Kordofan, par le passé. Grand empire. Pour donc créer la rébellion qui va renverser Hissène Habré, les Français font recours à leurs connaissances anthropologiques et historiques. Ils vont chercher les soutiens tribaux d'Idriss Déby du côté soudanais et c'est comme ça que Déby va aller, il va avoir ses soutiens et il revient avec une rébellion qui est entièrement pilotée par la France qui va renverser Hissène Habré dans les années 91-92. Déby prend le pouvoir, Déby devient président, mais n'oublions pas, il n'est qu'une machine de guerre dans les mains de l'impérialisme français. Déby est celui qui va créer la fameuse rébellion du Darfour à travers son cousin, son frère consanguin. Je vais me souvenir de son nom. Et son frère consanguin, c'est lui qui va entretenir les petits groupes rebelles qui seront au départ constitués en grande partie des Zahawa du Soudan. Pourquoi Déby le fait? Les Français le persuadent de ce que si ces frères qui sont venus du Soudan ne sont pas occupés sur d'autres territoires, ils seront nécessairement un jour intéressés à prendre le pouvoir au Tchad, vu que c'est eux qui l'ont aidé. Donc, Déby crée ce problème au Soudan. Il va même avoir une discussion assez houleuse avec Omar al-Bashir, parce qu'Omar al-Bashir l'a aidé à prendre le pouvoir au niveau du Tchad, et Omar al-Bashir lui demandant pourquoi il le fait, il lui aurait répondu, c'est juste une question de survie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exister avec un Soudan qui nous menace perpétuellement. Donc, c'est comme ça que Déby va sauver son pouvoir. Il crée une rébellion. Déby, c'est une machine de guerre qui va donc être utilisée dans les différents épisodes en Afrique centrale. On va le retrouver en train de soutenir des rebelles centrafricains. La dernière mission qu'on lui accordait, c'était de s'impliquer dans une rébellion qui allait attaquer le Cameroun. Et Déby aurait, sur cette dernière mission, déclaré aux Français qu'il ne peut pas le faire
parce que le corridor Douala-N'Djamena est vital pour son pays. Et donc, une action contre le Cameroun pourrait nécessairement avoir un impact dans son pays. Donc, voilà un peu le positionnement aussi géopolitique de cette affaire tchadienne, qui est très délicate parce qu'elle touche, si vous regardez, la Libye, elle touche le Soudan, elle touche le Centrafrique, elle touche le Cameroun. Dans une moindre mesure, elle touche également le Nigeria. Pourquoi? Parce que depuis 2014, à cette Boko Haram, qui est actuellement le poumon de la déstabilisation occidentale dans le golfe de Guinée, Boko Haram menace à la fois le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, en disant qu'ils vont créer un grand califat, c'est-à-dire un État. Pourquoi ces 4 États? Parce qu'il y a un grand bassin pétrolier qui se trouve dans le lac Tchad. Et ce bassin pétrolier est partagé par tous ces pays. Et quand vous tracez les contours de leur califat, c'est l'un des poumons de ce bassin pétrolier. Maintenant, vous avez au niveau de l'AES, le Niger. Le Niger a chassé les bases militaires françaises. Mais il y a quelque chose de pertinent. Vous allez remarquer que les autorités nigériennes, les nouvelles autorités, n'ont de cesse de faire un aller-retour sur N'Djamena. Et ça se posait la question, pourquoi? Parce que la rébellion qui a tué Idriss Déby Itno, le FACT, s'était évaporée à la frontière entre le Niger et le Tchad. L'armée tchadienne a lancé une offensive. Les rebelles ont foncé dans cette zone et étrangement, les rebelles se sont vaporisés dans la nature. On ne parle pas. Jonathan, justement, je voulais rebondir là-dessus. On a évoqué les terroristes pour que les gens comprennent bien, parce que c'est vrai que l'historique par rapport au Tchad est très très long. Il y a énormément de complexité. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a des déplacés qui sont au niveau, qui sont dans des camps de déplacés au niveau de la frontière, et qu'il y aurait 14 000 personnes qui seraient en train d'être formées pour être des terroristes, mais qui seraient curieusement, et ça c'est très intéressant pour les gens qui nous suivent, puisqu'on parle souvent des dessous des cartes, qui seraient formés dans un camp d'ailleurs juste à côté du camp de déplacés, dont la personne qui sera à la tête de ce camp, c'est un général français, et ce sont des hommes qui devraient arriver jusqu'au Cameroun. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer un petit peu aux gens rapidement, pour qu'ils puissent comprendre, et après ça, on va revenir un petit peu sur les élections pour les personnes qui viennent de se connecter. Comme on a le qu'on soit un petit peu plus synthétique pour que les gens puissent vraiment intégrer rapidement la situation actuelle. Tout à fait. Au niveau du Soudan à l'heure actuelle, les événements d'interconnexion entre le Tchad et le Soudan se sont complexifiés. L'arrivée de Mahamat au pouvoir a fait que le Tchad est devenu une sorte de clé, de verrou pour débloquer 2 situations, mais peut-être même 4. La première, c'est celle en Libye, parce que ce qu'on ne dit pas assez, Mahamat est un des neveux du maréchal Haftar, et pas sa mère. Il est un des neveux du général Dagalo Emeti. Donc, vous voyez qu'il y a un risque au niveau de la Libye. Or, le maréchal Haftar, aujourd'hui, il est très proche des Russes. Emeti est proche des Russes. Si Kaka reste au pouvoir au Tchad, les gens qui sont en train de nous suivre, que Hemeti est donc face à Al-Bourhan aujourd'hui, c'est ça qui crée la grosse cette guerre, et on peut d'ailleurs appeler ça un génocide, puisqu'ils sont tous les deux arabisants, contre d'ailleurs les populations noires. Tout à fait. Mais bon, Hemeti, il y a aussi une volonté de salir Hemeti que les médias occidentaux font, c'est le présenter effectivement comme un homme qui va faire des massacres sur les Noirs. Hemeti a un seul atout. Et d'ailleurs, l'arrivée d'Hemeti, quand il est coopté par Omar al-Bashir, c'est parce que Hemeti, c'est un monsieur qui faisait
il faisait le commerce des chameaux. Commerce des chameaux. Et c'est une vieille route caravanière qui part de le Tchad, c'est le plus grand cheptel d'Afrique centrale. Donc, c'est l'un des plus grands cheptels. En matière de vente de chameaux, le Tchad est une des destinations, est un des marchés prisés au Moyen-Orient. Donc, beaucoup de chameaux que vous voyez au Moyen-Orient, beaucoup viennent du Tchad, en fait, transitent par le Soudan et remontent jusqu'au Moyen-Orient. Donc, c'est une route caravanière qu'il fallait sécuriser. Et pour sécuriser, Omar el-Béchir a choisi un homme qui a des racines dans la zone, un homme qui connaît les ethnies de la zone. Et c'est comme ça que Emeti a constitué les milices. D'ailleurs, il n'a même pas constitué, il a trouvé que les milices étaient déjà constituées. Il les a organisées pour la sécurisation des routes caravanières. Voilà l'arrivée de Emeti. Et Emeti aujourd'hui, contrôle, par le fait qu'il soit dans le sud du Soudan, il contrôle les principales mines d'or, parce que les mines d'or du Soudan sont en grande partie dans le sud. Il contrôle les principales mines d'or. À partir de là, et à partir de ses succès, il a intéressé les puissances du Moyen-Orient, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Emeti a doublé, et ça c'est les non-dits de ce qui se passe en fait, le problème d'Emeti. Emeti a supplanté les Égyptiens qui faisaient la sécurité au Moyen-Orient. Maintenant, ceux qui font la sécurité, c'est les milices d'Emeti, c'est les miliciens d'Emeti, les hommes d'Emeti, les FSR. Il a déployé au Moyen-Orient, on estime, 120 000 hommes. Quand vous entendez les combats pour la sécurisation des champs pétroliers saoudiens, les États-Unis savent que c'est les hommes d'Emeti qui font cette sécurité. Le problème entre Al-Bourhan et Emeti, c'est simplement que les États-Unis ne veulent pas que quelqu'un qui est proche des Russes mette la main sur le complexe industrialo-militaire soudanais. C'est ce que contrôle Al-Bourhan. Et le complexe industrialo-militaire soudanais est lié à celui égyptien, parce que les Égyptiens voulaient contrôler essentiellement les enjeux de la mer, de la mer Rouge, du Nil, voilà, du Nil, les enjeux du Nil avec l'Éthiopie. Puisque le Soudan a aidé l'Égypte à avoir un monopole sur le Nil, les Soudanais et les Égyptiens avaient un pacte. Bon, derrière ce qu'on appelle l'arabisme, c'est cette affaire où les deux pays croient qu'ils sont descendants des Arabes. Bon, il y a eu ces accords qui font que les Égyptiens ont transféré de la technologie militaire sous l'aval des États-Unis, parce que ce projet, c'est un projet d'Israël, le contrôle des eaux du Nil, c'est un contrôle d'Israël. Ils ont procédé par l'Égypte et ils sont redescendus sous le Soudan. Et Omar el-Béchir a trahi le peuple palestinien plusieurs fois parce qu'il a vendu des renseignements aux Israéliens contre les Palestiniens. Parce qu'à un moment, c'est lui qui était utilisé pour tout ça. Donc, Emeti constitue une menace contre tous ces enjeux-là. Emeti, avec les Russes, Emeti pourrait incarner un rapprochement du Soudan avec l'Éthiopie contre l'Égypte. Donc, voilà les enjeux. Le patron des services secrets soudanais, c'est l'ami intime, le général Al-Bourhan, c'est l'ami intime du patron, du ministre, du patron des services secrets égyptiens. Et Al-Sisi utilise son patron des services secrets pour donner des renseignements à Al-Bourhan et pour lui donner également du matériel militaire. Donc, il y a l'enjeu du Soudan, qui est un enjeu de contrôle du Nil. Et le Nil, c'est la réserve d'eau, selon Israël, c'est sa réserve d'eau douce dans les années futures. Donc, ils sont en train de lorgner ça. Voilà les enjeux du Soudan. Le deuxième enjeu, c'est la Libye et ses grandes ressources pétrolières. Le fait que, au niveau, terminons avec le Soudan, là où Kaka s'est attiré des ennuis avec les Américains, parce que les Américains, quand il est arrivé au pouvoir, ils ont dit on ferme les yeux sur le fait que tu sois le fils de l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu continues à jouer la carte que nous allons te proposer. Et la carte, c'était quoi? Il fallait laisser les Français envoyer du matériel militaire au Soudan.
les Français ont demandé en 2023, en 2023, oui, on demandait en 2023 au général Kaka de leur accorder de créer une base militaire à la frontière avec le Soudan pour sécuriser la frontière. Ce qu'il a refusé, en fait, la dite base devait simplement servir à faire transiter les armes vers le Soudan pour mieux alimenter Al-Bourhan. C'était ça le plan. Le deuxième élément, c'est l'enjeu de la Libye. La Libye, son enjeu, c'est qu'il faut contrôler les riches réserves pétrolières de Libye. Or, actuellement, en Libye, vous avez les Turcs qui sont derrière le pouvoir libyen et vous avez les Russes qui sont derrière le maréchal Haftar. Or, le maréchal Haftar, avant, c'était un petit pion des États-Unis. Il a retourné sa veste, il est allé du côté des Russes et il s'est rapproché de son frère Hemeti. Vous voyez? Si bien que le maréchal Haftar a envoyé des renforts à Hemeti dans la guerre au Soudan. Maréchal Haftar l'a fait. Jonathan, le maréchal Haftar. Jonathan, je vais te couper un instant parce que toutes ces informations-là permettent de comprendre ce qu'il se passe autour et ne pas être uniquement focus effectivement sur cet événement-là des élections. On reviendra un petit peu pour terminer cette partie géopolitique, mais est-ce que ce sont des choses qui sont comprises, qui sont connues, qui sont maîtrisées de la population tchadienne? Tous ces éléments de géopolitique qui permettent une compréhension et donc finalement qui permettent aussi de faire des bons choix et notamment des bons choix d'engagement, d'idéologie, etc. Alors, je ne pense pas que les populations à la base comprennent tous ces enjeux parce que ces enjeux qui sont mis en avant ici sont utilisés plutôt par le système pour se perpétuer. Ils nous mettent en avant le fait que le Tchad soit un îlot de paix dans un environnement instable. Et donc qu'ils sont la caution ou bien le garant de la stabilité, de la paix, de la sécurité des Tchadiens. Mais ce que moi je vois par contre et qui joue très clairement dans tout ce qui se passe, c'est que eh bien, le Tchad est aujourd'hui le dernier dans l'espace sahélien, le dernier pays sur lequel la France cherche à compte pour pouvoir rester et peut-être reprendre le contrôle au niveau des pays, des autres pays sahéliens. Juste, et ça, je crois que ça c'est une question pour vous tous. Excuse-moi de te couper. Quand Kaka Déby dit que lui, sa première action, s'il est élu, c'est d'entrer dans l'AES. Est-ce que ça vous semble sérieux, ce genre de paroles-là? Alors, c'est possible. C'est possible, mais pour une seule raison. C'est possible parce que quelque part, eh bien, Kaka, c'est l'échec, ça matérialise l'échec de Macron dans la sous-région, en Afrique. Et donc, il n'est pas en odeur de sainteté avec les pays occidentaux. Et pour lui, donc, aller vers l'AES, aller vers la Russie, constitue pour lui une façon de se protéger, de protéger son pouvoir. D'ailleurs, au dernier meeting qu'il a eu le samedi dernier, il a répété: nous sommes un État souverain, un pays qui ne veut pas respecter notre souveraineté, on va le mettre au dehors. Tout cela, nous l'avons vu avec son père, et c'est la même stratégie, c'est-à-dire faire du chantage aux Occidentaux par rapport à sa capacité à les faire partir, à les faire quitter le pays. Mais imaginez un peu, est-ce que quelque part il y a une certaine idéologie derrière cette posture de Mohamed Kaka? Il n'y en a aucun. Il n'y a qu'une seule idéologie, celle de la conservation du pouvoir avec les alliés qui peuvent fermer les yeux sur tout ce qu'il pourrait faire avec les Tchadiens. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut voir. Merci. Alors, par exemple, Jonathan, je vais te donner la parole. On sait maintenant qu'il y aurait une milice avec
pas mal d'hommes qui seraient prêts justement pour succès Masra. De quoi il s'agit exactement selon ton prisme? Et puis, justement, mon frère qui est donc militant avec nous, militant d'urgence panafricaniste Tchad, Abderrahmane, est-ce que c'est des choses dont vous entendez parler, des milices qui appartiendraient à Succès Masra, etc. Est-ce que la population parle de ça? Est-ce que la population parle des enjeux, parle du lien avec la République centrafricaine, avec le Cameroun, avec le Soudan, etc. Abderrahmane, si tu peux prendre la parole. Bon. Je vois que son écran bloque. Allô, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit, mon frère. Vas-y. Euh, Ici, on a de la peine, j'ai de la peine à être avec vous. Les réseaux est très lent. Malheureusement, je ne suis pas je ne suis pas 100% avec vous. Là, Ok. franchement, là, je ne parviens même pas à vous voir. D'accord. Je ne vois pas les images qu'il y a truc du noir. Sur la lutte panafricaniste, je pense que l'aîné Djouré a bien parlé. Sinon, moi, je veux juste le compléter par rapport à la lutte panafricaniste. Je pense que la population aujourd'hui, la population tchadienne a aujourd'hui compris les véritables enjeux. L'indépendance, la souveraineté, je pense que les Tchadiens l'ont compris. Ils l'ont démontré à travers la manifestation de mai 2022 où Wekitama, la coalition des actions de la société civile, qui a appelé à une manifestation contre l'impérialisme français, les Tchadiens de tous bords sont sortis pour manifester. Je crois que lors de cette manifestation, il n'y a que Succès Masra qui fait partie, qui, lorsqu'il était opposant, n'a pas voulu répondre à l'appel de cette société civile et qui n'a pas y participé. Je crois, lors de cette manifestation, les Tchadiens de tous bords, que ce soit ceux du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, on a vu une synergie. Je pense que les Tchadiens l'ont compris et je crois qu'il y a cette volonté-là de vouloir une réelle indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qui aujourd'hui continue avec ses manœuvres de néocolonialisme, avec ses bases militaires, de la population, de la société civile, de la population. Aujourd'hui, quand on fait des vox pop, quand on réagit avec la population, quand on initie des sujets, quand on étend les micros, aujourd'hui, 90-95% de la population, c'est d'où le problème du Tchad vient. Je crois la France, elle est consciente de ces enjeux. Elle ne veut pas laisser, je crois, le Tchad et les derniers bouchons. Et si elle ne fait pas attention, elle sera surprise. Et elle partira pour tout le monde, non seulement du Tchad, mais je crois qu'elle perdra pratiquement tous les Sahel et même d'autres États de l'Afrique centrale qui vont emboîter les pas, par le Cameroun, le Gabon. Je voudrais dire un mot par rapport à cette vision panafricaine ou de libération qu'aurait Mamad Kaka. Mamad Kaka est peut-être panafricaniste par opportunisme. C'est sûr. Il n'est pas panafricaniste. Il est très loin de la vision panafricaniste. Et je le dis parce que nous, on a lancé un mouvement panafricain, cela fait plusieurs mois, et à chaque fois que nous tentons, ne serait-ce que de faire une conférence de presse, nous sommes interdits. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'idée qu'il serait en train d'aller vers une coopération avec la Russie. S'il le fait, c'est parce que ses parrains français et américains, et il faut ajouter américains, eh bien, ces parrains-là ne seraient plus en odeur de sainteté avec lui, soit parce que
il y a quelques actes qu'il aurait posés, soit parce qu'ils ont trouvé meilleure marionnette qu'ils souhaitent mettre à la tête du pays. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous Africains, ne soyons pas dupes. Les autorités actuelles du Tchad, tous ceux qui sont en compétition au Tchad pour la présidence de la République, eh bien, il n'y en a pas qui ont une vision, mettre en œuvre un programme panafricain, de se rapprocher, d'unir les Africains, de rechercher une pleine souveraineté, y compris sur le plan militaire, etc. Il n'est pas possible que Mohamed Kaka puisse s'arc-bouter pour maintenir son pouvoir sur une armée clanique et recherche en même temps une souveraineté sur le plan militaire, etc. Ce n'est pas possible qu'une armée clanique qui maintient le pouvoir soit le levier sur lequel nous puissions compter, le levier sur lequel l'AES élargi au Tchad puisse compter pour conquérir sa souveraineté et se développer. Ce n'est pas possible. Donc, il nous faut avoir une lecture très claire de la situation. Si demain, Mohamed Kaka bascule vers la Russie, c'est parce que, eh bien, il recherchait un autre parrain. Il faut que cela soit clair. Il faut que nous, les Africains, aujourd'hui, ayons une vision très claire. Et je crois que cette posture qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas nouveau parce que son père a joué à ça avec les Français. Parce qu'à un moment donné, les Français n'en voulaient plus. Eh bien, il a commencé à prendre cette casquette-là. Merci. On le rappelle, Idriss Déby Itno a été assassiné par des drones français. C'est quelque chose qu'on répète régulièrement. On comprend encore une fois à quel point est-ce que c'est vraiment une lutte des puissances étrangères qui sont là pour des ressources principalement et donc qui se font la guerre sur notre continent. C'est toujours les mêmes choses. C'est important de le rappeler pour bien replacer dans le contexte. Jonathan, je vais te redonner justement la parole. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la situation ? Qu'est-ce que les Tchadiens, selon toi, devraient comprendre? Parce que toi, tu es Camerounais, tu vois déjà les choses qui sont en train d'arriver. C'est aussi ce désir du Cameroun de rentrer dans les BRICS. Et du coup, il y a aussi ce besoin d'attaquer via le Tchad avec tous les enjeux qu'il y a. Ça va être vraiment particulièrement difficile d'essayer de tout soulever. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment est-ce que aujourd'hui ces puissances-là utilisent le Tchad pour arriver au Cameroun, pour combattre toutes les puissances qui vont pouvoir lutter notamment contre la dédollarisation de l'Afrique, etc. et du monde de manière générale. Je vais y aller un peu plus vite. Mais j'ai envie d'abord de revenir. Mon frère Djoré, tu es dur avec ton pays, mais je crois que tu es dur avec ton pays simplement parce que tu as une trop haute image de ton pays. Et ce n'est pas mal. Tu as une très grande image de ton pays. Mais pour être honnête, les Français ne considèrent pas ton pays comme un pays. Ils le savent. Regarde les généraux de ton pays. Combien ont suivi un cursus normal dans l'armée? Regarde comment on devient ministre dans ton pays. Sois réaliste avec ton pays. Quand tu dis Idriss Déby a tué, oui, mais j'ai précisé. Idriss Déby lui-même le dit, hein, c'est lui qui nous l'a dit. Il était une machine de guerre fabriquée par l'Occident. Déby a été envoyé sur des terrains que vous n'imaginez pas. On ne peut pas tout raconter ici. Déby a été... Il y a des hommes du Tchad qui ont été envoyés sur des terrains de guerre qui ne concernaient pas le Tchad. Mais votre pays a été fabriqué, le Tchadien, c'est un courageux. C'est des machines de guerre humaines. La France ne vous considère pas comme un pays. Déby avait en face de lui des gens comme ça. Lui, il a été patron des renseignements. Il connaissait avec qui il traite. Il traite avec des gens qui n'ont peur que du sang. Excusez mon frère Djoré. Mais quand tu connais avec qui tu es, il y a des risques que tu ne prends pas. Déby a effectivement tué beaucoup, c'est vrai, mais il fallait maintenir l'État tchadien debout. Si Déby avait un seul instant flanché devant tous les groupes rebelles qui étaient arrivés, les frères Erdimi seraient actuellement présidents.
on ne parlerait pas de Déby. Il serait assassiné, mort. Tu le sais, mon frère Djoré. Tu le sais. Dans le clan Zakawa, les Zakawa, ce n'est pas Déby qui a fabriqué les Zakawa guerriers. Hein. J'ai bien expliqué qu'en 89, quand il part en exil au Soudan, les Français vont aller là-bas lui constituer une armée. C'est une armée clanique. C'est une armée clanique. Cette armée, ce n'est pas Kaka qui l'a formée. Les Zakawa ne sont pas puissants avec Kaka. Quand Gukuni Weda était là, les Gourans étaient puissants. Les Toubou étaient puissants. Ces armées claniques, c'est la France qui les a fabriquées. Aujourd'hui, l'un des problèmes même de Mamad Kaka, c'est qu'il veut s'appuyer sur le clan de sa mère pour diminuer l'influence des Zakawa. Même ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les Français ont mis les Zakawa à des postes décisifs. Ils les mettent à des postes décisifs et ils leur font comprendre que si ce petit joue, vous l'éliminez et on continue. Votre pays n'est pas un pays où... Moi, si vous dites que vous avez fait la démocratie au Tchad, c'est avec les politico-militaires, c'est des gens capables de remettre en question même l'élection de ce jour. Ils la remettent en question et avec les armes, ils ont les moyens pertinents. Nous avons échangé avec les patrons du FACT. Ils nous ont dit que les armes, c'est la France qui les leur a données. Les patrons du FACT, la rébellion qui a tué Déby, du moins, eux, ils disent que ce n'est pas eux, que c'est la France. Ils nous ont donné tous les noms. C'est la France. Donc, il y a une réalité de l'État tchadien que nous ne devons pas perdre de vue. Vous n'êtes pas la France. Vous n'avez pas de colonie quelque part. Vous n'avez pas de territoire où vous allez piller les richesses pour dire enrichissons-nous. Vous vous battez encore pour vous libérer de la France. Déby, quand il fait son tournant panafricanisant, le président Déby commence à tourner le dos aux Occidentaux. Il leur dit, la base militaire française, je vais l'enlever. Il est mort essentiellement à cause de cette base. Si aujourd'hui, Kaka, quand il est arrivé, il était fébrile, Kaka a le courage. Il dit, moi, je vais un peu suivre les traces de mon père. Pourquoi vous allez le décourager? Vous dites, non, c'est parce que tu as peur, tu n'es plus en odeur de sainteté. Est-ce qu'il avait un mariage de fidélité avec la France? Est-ce qu'il a un contrat de fidélité avec la France? Si même on entre dans ta logique, qu'il a tourné le doigt à la France, mais c'est une bonne chose. Vous saisissez l'opportunité, vous avancez. Vous allez rentrer dans des querelles intestines qui ne profiteront finalement pas au Tchad. Parce que cette querelle, la France va envenimer ça. Toi, tu vas peut-être parler comme ça, mais la France va prendre ceux qui ont les capacités militaires pour te montrer que tu as raison. Et ça va créer une guerre. La France, pendant qu'on parle, et je reviens donc sur la question des combattants qui sont au Soudan. La France est en train de recruter avec les États-Unis actuellement dans les camps soudanais hein, qui sont là au Tchad, à l'est du Tchad. La France recrute avec les États-Unis et ces combattants sont entraînés par les instructeurs de l'État islamique. Les combattants sont entraînés par les instructeurs de l'État islamique. Il y a... On s'est renseigné, 14 000 hommes qu'ils ont actuellement, mais depuis 2014, ils avaient préparé 100 000 hommes au Soudan. Donc aujourd'hui, on estime qu'il pourrait être 114 ou 120 000 hommes qui seraient prêts à déferler. Il y a la rébellion du Tchad dedans. Si vous attendez pour vous, ça va venir. Il y a la rébellion, ils veulent faire la rébellion qui va aller au Tchad, une autre va aller au Centrafrique, une autre viendra au Cameroun. Ils ont besoin des hommes pour ça. Nous ne pouvons pas, nous laisser happer par les plans de ces gens et nous distraire dans leurs idées de démocratie actuelle. Actuellement, on ne peut pas avoir de démocratie véritable en Afrique. On ne peut pas. Même si nous avons toute la bonne volonté du monde. Les Sénégalais, les voilà. Ils croyaient en cette affaire. Ils changeaient le président tout le temps. C'est un peu comme s'ils changeaient le même individu. Donc, il ne faut pas se laisser avoir à l'idée totalement démocratique d'une Afrique de total. Nous avons nos contingences locales. Et cette contingence, pour l'instant,
c'est la trop grande influence de l'impérialisme occidental dans nos pays. Comment on fait pour s'en défaire? Pour l'instant, on s'appuie sur les leviers les plus à même de nous permettre de faire cela. C'est pour ça qu'on a tous soutenu les Sonko au Sénégal. On les a soutenus. Mais moi, j'avais des réserves sur les Sonko. Ils font partie de l'inter-africaine progressiste. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Tu peux faire les recherches. C'est financé par le département d'État états-unien, l'inter-africaine progressiste. Quand Masra était aux États-Unis, c'est le bureau d'études des affaires culturelles qui a financé tous ces déplacements là-bas. Donc les États-Unis financent ces déplacements parce qu'ils l'aiment beaucoup. C'est parce qu'ils ont des plans. Ils voient que c'est un leader. Il était dans leur programme de leadership. Ils savent ce qu'ils veulent. Hissène Habré était dans les bras des Américains comme ça. Ça a fait la guerre au Tchad. On ne peut plus nous laisser aller aux distractions des Occidentaux. Parce que ces distractions, ça pénalise nos pays. Ça pénalise des générations. Nous sommes en 2023-24. Au Tchad, on est en train de parler encore de risque de guerre. Le soir d'une élection, on parle du risque de guerre. Ce que vous êtes en train de dire là, vous-même, vous savez ce que ça signifie. Quand toi-même tu analyses Dioré, tu sais ce que ça signifie. Mort dans Amundu, répression, mort dans telle autre ville, à Béché. Quand tu cites tout ça, toi-même tu sais ce que ça signifie. Ça veut dire que le Tchad est sur le point d'imploser. Tu as déjà vu ça dans une élection en France. Marine Le Pen a battu Macron aux élections. Tu as vu, ils se sont tués. Donald Trump a battu Joe Biden. Tu as vu, ils se sont entretués. Nous avons des exemples devant nous, mon frère. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Le seul objectif pour l'instant, pour nous, pour ma part, le seul objectif qui vaille, c'est la question de récupérer notre souveraineté. Si un individu nous donne les garanties de le faire, on ne regarde plus son passé, on le soutient, on le pousse, on lui montre qu'il ne peut plus reculer, il va seulement avancer, il va chasser ces gens. Il y a deux objectifs, chasser la base militaire française, chasser la présence des États-Unis au Tchad. Déjà, pour la présence des États-Unis, c'est presque un acte. Ce ne sera pas avec Kaka Déby qu'on va arriver à ça. Moi, je n'ai qu'une chose. Si mon frère il pense que lui, il peut le faire et qu'il a les capacités d'arriver au pouvoir, moi, je le soutiens même s'il veut le faire. Alors, moi, je pense que... Je te donne la parole, mon frère. D'accord. Mon frère du Cameroun, eh bien, on vous a vu à l'œuvre avec Idriss Déby, le panafricain, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le nouveau panafricain tchadien, c'est Kaka pour vous. Mais, mon frère... Personne ne le dit, personne ne le dit. Je cite des réalités géopolitiques qui sont réelles. Le risque de guerre, mon frère Dioré, le risque de guerre ne viendra pas te demander si tu es panafricaniste ou pas. S'il y a la guerre au Tchad, tu perdras ta vie peut-être. Ou bien, je ne sais pas comment toi tu envisages les choses. Alors, tu as décrit un Tchad pratiquement des gens qui aiment la guerre, il y a plein de rébellions, etc. Ça ne peut pas s'arrêter, même si demain bascule vers la Russie. Les facteurs de paix, c'est loin d'être ces enjeux géostratégiques que tu évoques. Les facteurs de paix, c'est d'abord une question d'inclusion sociale, c'est d'abord une question de justice, c'est d'abord une question de vision panafricaine. C'est d'abord ça qu'il faut viser. Et avec Kaka, s'il bascule, je dis bien, s'il bascule, il cherche juste une certaine protection vis-à-vis de ses amis occidentaux qui l'ont apporté au pouvoir, qui lui ont garanti une certaine sécurité face aux rebelles. Et je pense que les rebelles, eh bien, ce sont nos frères. Nous parlons avec eux. Il faut aussi le dire, ce ne sont pas forcément des votes en guerre. Et demain, s'il y a
un certain leadership panafricain, un leadership qui cherche à créer une certaine cohésion, une justice, je pense que nous pouvons rentrer en paix. Nous pouvons être ce pays-là, comme les autres, qui ne pensent plus à seulement maintenir une certaine stabilité, mais qui va sur un chemin de progrès et qui peut être avec les autres pays sahéliens ou d'autres dans une harmonie vers ce que nous cherchons, à savoir l'Union africaine, l'unité africaine. Ce n'est pas Kaka qui est le facteur, ce n'est pas Kaka, je dis bien, qui va nous permettre, qu'il soit pro-russe ou pro-occidental, qui va nous permettre d'être en paix. Qui peut le faire, s'il te plaît, mon frère Djoré? Nous sommes au soir des élections, soyons réalistes. Ce soir, si on te demandait qui peut le faire, tu dirais qui? Alors, je ne sais pas si le peuple. Il n'y a que le peuple. Non, Djoré, tu peux. Mais vous-même, vous voyez que ce n'est pas très sérieux ce que vous faites. Vous dites le peuple. Le peuple, le peuple, le peuple. Vous dites le peuple. Le premier élément. Oui, allez-y. S'il te plaît, je vais répondre à la question. Le facteur de stabilité au Tchad, ou d'instabilité, c'est l'armée. Super, tu as commencé à répondre. Et qui maîtrise l'armée actuellement? Tant que nous n'avons pas une solution par rapport à cette armée-là, eh bien, il n'y a pas d'élection qui vaille. Mon frère Djoré, qui maîtrise donc l'armée? Tu as tout compris. Moi, les élections, je n'en parle pas trop parce que je sais que le facteur décisif, c'est l'armée. Qui maîtrise l'armée? Alors, non, celui qui maîtrise l'armée ne peut pas résoudre le problème de l'armée. Parce que c'est son seul allié aujourd'hui. Et donc, tant que Mamadou Kaka est au pouvoir avec son armée clanique, eh bien, il n'y a pas de perspective. Mais Djoré, ce n'est pas lui qui a créé cette armée clanique. Il a trouvé là, non? Ou pro-occidental que la solution viendra. Mon frère Djoré, Kaka a viré il y a une cinquantaine de généraux il y a cela quelques mois. Il a trouvé une armée clanique. Lui-même, même s'il a le désir de se débarrasser de l'armée clanique, toi, panafricaniste qui doit l'amener à virer l'armée clanique, tu te montres encore hostile à lui. Tu penses que qui va le soutenir pour qu'il vire cette armée clanique? 200 nouveaux généraux. Peut-être qu'il ne sait pas. Il a viré. Je sais. De 200, toujours de son groupe ethnique. Il n'est pas une solution. Je suis désolé. Il n'est pas panafricain. Il va apporter plus de problèmes à l'AES que... Faut-il encore que l'AES accepte de le recevoir, ce qui, à mon avis, est fortement impossible. En tout cas, il est clair et net qu'on n'a absolument pas... Si vous n'avez pas quelqu'un qui maîtrise l'armée, mon frère Djoré, en géopolitique, on ne fait pas, on ne saute pas dans le vide comme ça. L'africanisme, c'est d'abord un mouvement populaire. Ce n'est pas la volonté d'un individu qui s'impose à son peuple et qui va se proclamer panafricain alors que quelque part, il est rejeté de partout. Kaka veut-il se rapprocher des Russes? Mon frère Djoré, les panafricanistes sont aujourd'hui un allié fort qui s'appelle la Russie. Kaka veut-il se rapprocher des Russes? Je n'en sais rien. C'est vrai, il veut se rapprocher. Vous avez 130. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi jusqu'à présent? Est-ce que tu sais pourquoi jusqu'à présent l'armée française est cantonnée dans sa base et même les rapports de force? Si l'armée tchadienne tombe, mon frère Djoré, peut-être que le dernier rempart de sécurité sera Kousseri. Peut-être. Si l'armée camerounaise a les moyens de tenir Kousseri. Peut-être. Parce que la déferlante qui... Non, moi je voudrais contester cette lecture trop facile de considérer des dictatures comme des panafricains. De considérer des
mouvement totalement militaro-clanique comme des pouvoirs panafricains. Je crois que le panafricanisme, c'est mieux que cela. Et je pense que les autorités de ces pays de l'AES, ils ont une lecture très claire de la situation. Même si demain, Kaka, de par sa légitimité, entre guillemets, acquise dans des élections truquées, se pointe à la porte de l'AES, je ne suis pas convaincu qu'on va lui ouvrir, on va lui dérouler des tapis rouges. Parce que, contrairement à ce qu'on voit au Burkina, au Niger et au Mali, où il y a une ferveur populaire hein, derrière tout ce qui se passe, eh bien, pour ce qui concerne le Tchad, le monsieur a eu une armée clanique qui le maintient parce qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas facile Masraf. Mais Jaurès, si je te comprends bien, tu as plus de renseignements que tous les chefs d'État de l'AES. Masraf, vainqueur de cette élection, parce que la population se serait exprimée pour lui. Parce que, je le dis bien, je ne suis pas partisan de succès Masraf, mais je dis que s'il n'y avait pas cette armée clanique, aujourd'hui, on n'aurait pu déclarer succès Masraf vainqueur de ces élections au premier tour, simplement parce que ce monsieur-là, Kaka, et sa clique est rejeté du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce qui est une situation qui confirme les élections de 2016, de ce rejet complet. Alors, cette idée que Kaka serait en train de vouloir se rallier aux Russes, serait en train d'aller à l'AES, je pense qu'il faut observer de très près. Et nous avons vu, nous, Tchadiens, des situations où expressément l'Occident met en difficulté les dirigeants pour pouvoir signer des accords juteux lorsqu'ils sont à la porte de leur pouvoir. En 2008, ça a été le cas. En 2000, tout récemment, au sortir de certaines crises, eh bien, on voit nos présidents signer des marchés pour les sociétés françaises. Je crois que les gens, ils sont dans des jeux qu'ils connaissent bien, à savoir du chantage dans les deux sens. Ne nous y trompons pas. Moi, j'attends d'abord à voir que l'AES ouvre la porte à ces dictateurs. Je ne pense pas que l'AES ouvrira en tout cas ses portes. En tout cas, je vais quand même bien rappeler. Moi, je suis optimiste là-dessus. L'AES sera en confiance avec Kaka parce que la Russie dit que Kaka est un partenaire fiable. On doit faire très attention de ne pas tomber aussi à chaque fois dans cette récupération populiste. Nous, en tout cas, on va être très clair. La position d'urgence panafricaniste, c'est très clair. C'est de dire que Kaka n'a rien d'un panafricaniste, en tout cas rien du tout, ni de près ni de loin. Et que toutes ces paroles qui sont utilisées aujourd'hui, c'est justement quelque chose auquel on doit prendre vraiment garde. Parce qu'il y a un espèce d'engouement. On voit bien qu'il y a ces mouvements souverainistes qui parlent à la jeunesse africaine. Et ce sont des phrases, ce sont des paroles, ce sont des actes qui sont récupérés. Mais en réalité, dans le concret, qu'est-ce qu'on va avoir en face de nous? On doit faire attention que ces révolutions panafricaines ne soient pas tuées dans l'œuf par des personnes qui utilisent nos éléments de langage, qui utilisent parfois notre idéologie. C'est vrai que tu nous as aussi dressé un portrait très intéressant, notamment de ce qui se passe avec les autres pays et à quel point c'est très important d'en tenir compte dans notre analyse, parce que je pense que malheureusement, les Tchadiens, la jeunesse tchadienne est tellement focus aujourd'hui sur ces élections qui n'en sont pas, sur ces parodies d'élections qu'il y a un petit peu partout sur le continent, et oublie du coup de faire une analyse profonde qui va nous permettre de prendre des vraies décisions. Mais il faut quand même qu'on fasse attention aussi au chemin qu'on prend et ne pas se dire il faut absolument que forcément il y a quelqu'un qui nous apporte une réponse. Jusqu'aujourd'hui, là, je ne vois pas un candidat au Tchad qui apporte vraiment une réponse et qui correspond à ces paradigmes-là, cette idéologie qu'on défend aujourd'hui, cette idéologie panafricaniste. Abderrahmane, toi, est-ce que mon frère, tu as quelque chose, une réaction par rapport à, évidemment, les propos de Jonathan, les propos de Jaurès? Je pense que, monsieur Jonathan, je ne veux pas t'offenser. Je suis tout à fait d'accord avec toi et monsieur l'aîné Jaurès. Je pense que Kaka ne présente aucun signe de panafricanisme. Un panafricaniste n'interdit pas les manifestations
des leaders, par exemple, de Wekitama qui veulent organiser des manifestations anti-France en N'Djamena, ou encore de Ujemao, de M. Djoret, qui veulent organiser des manifestations de soutien, des motions de soutien à l'ambassade à l'ambassade de Russie en N'Djamena. Je crois que là, il faut prendre beaucoup de distance par rapport au rapprochement de Kaka. Je pense que beaucoup de gens l'ont applaudi quand il était passé à Moscou. Quand il était passé à Moscou, beaucoup de gens l'ont applaudi, mais il faut prendre vraiment beaucoup de recul. Je crois qu'il y a un truc qui se passe certainement où Kaka est dos au mur. Et là, il veut récupérer cette lutte-là pour passer pour une personne sincère, un panafricaniste, où il veut avoir une légitimité populaire. Il veut se protéger et avoir une légitimité populaire. Je crois que la population tchadienne, elle est consciente. Aujourd'hui, les votes, par exemple, en N'Djamena qui s'est passé, où nous avons sillonné les quartiers nord, vous conviendrez avec moi que la population du Nord la population du Nord, d'une manière générale, a toujours été du côté de ses pouvoirs. Mais aujourd'hui, l'effet de boycotter cette élection prouve à suffisance que cette population-là en a marre d'injustice. Cette population n'a plus de route, n'a plus de l'école, n'a plus rien à voir comme droit de base. La vie est excessivement chère, flambée des prix de carburant, alors que les pays exploitent du pétrole depuis plus de 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui, la population du Nord a compris ce système-là et a répondu de manière intelligente à ne pas voter. Juste, je vais vous expliquer un peu, par exemple, dans le deuxième arrondissement où le président Mohamed Idriss Déby a voté ce matin. Dans cet arrondissement, nous sommes passés dans la soirée. Dans un bureau de vote, il y a plus de 395 votants. Il y a plus de 395 électeurs enregistrés sur le fichier. Il n'y a que 64 ou 65 personnes qui sont parties voter. Donc, c'est un signe pour vous dire que la population tchadienne a compris, surtout ceux du Nord, qui soutiennent ces régimes-là depuis plus de 30 ans, du père au fils. Aujourd'hui, il a compris. La campagne où le système a pompé à 7 milliards, où ils ont drainé des petits-enfants derrière et tout, aujourd'hui, on a vu que c'est un échec lamentablement cuisant pour ces régimes-là. Il n'y aura aucun engouement, c'est sûr, il n'y aura aucun engouement. C'est Succès Masra qui est venu un peu donner une touche particulière à cette élection, mais c'est déjà un Mais signe. on ne veut pas non plus de Succès Masra, à qui on peut clairement donner le pseudonyme de Girouette. Alors, je vais... Mais il y a une partie de la population qui n'a pas jusqu'à là compris la personne de Masra. Vous voyez, c'est compliqué. Ok. En tout cas, on est en train d'approcher la fin de cette émission. On n'avait pas beaucoup de temps d'antenne. On avait prévu que ce serait relativement court. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué de brasser tout le sujet, la complexité du sujet. Comme tous nos pays, il y a effectivement un historique. Il y a des choses qui amènent... Il y a eu énormément de faits d'actualité, mais des faits historiques qui nous ont amenés à cette situation aujourd'hui. Le Tchad, évidemment, c'est un pays qui est enclavé. On le répète encore, c'est le dernier pays du Sahel qui est le bastion de la France-Afrique, on peut le dire comme ça. On sait qu'il y a énormément de puissances qui sont à l'intérieur, qui sont en train de se battre, les ressources du Tchad qui sont en train de se battre effectivement avec les enjeux de toutes les ressources qu'il y a dans toute la région, le positionnement stratégique aussi. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé d'aborder aujourd'hui avec toi, Jonathan. C'est vrai que c'était compliqué parce qu'on a peu de temps. C'était très riche, évidemment, tout ce que tu nous apportais comme information, mais il faut chaque fois qu'on puisse revenir pour réexpliquer un petit peu aux gens, les remettre à l'intérieur. Donc, on aura l'occasion de discuter encore avec toi, de t'inviter. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir tous les trois ici. Peut-être pour clôturer, juste un petit mot, même si ça semble... Ah, Jonathan, je vois que tu... Donc, je vais Oui, juste un petit te mot. donner la parole. Oui, vas-y. OK. Non, Hein, on ne dit pas que
Kaka, comme son père, Kaka, Idriss Déby, pour nous, il est panafricaniste. Mais Kaka, il fait ce qu'on appelle un pouvoir panafricanisant. C'est quoi un pouvoir panafricanisant? C'est un pouvoir qui commence à épouser les thèses du panafricanisme. Par exemple, nous avons comme allié la Russie, il fait un rapprochement. Nous avons comme combat le départ des bases militaires françaises, états-uniennes de notre continent. Nous avons comme combat la récupération de la souveraineté. Kaka, il est dans une posture panafricanisante. Pour l'instant, on ne pourra pas encore parler de panafricaniste. Il est dans une posture panafricanisante. Nous, pour ma part, pour l'instant, nous voyons qu'il prend le bon cap. Maintenant, de l'autre côté, au Tchad, il y a une trop grande croyance chez beaucoup de Tchadiens en l'idée de la démocratie. Je ne juge pas, je constate. Ils croient beaucoup à cette idée de démocratie. Mais pour être honnête, le Tchad n'est pas encore au niveau où ils peuvent dire qu'ils peuvent se targuer de vouloir faire la démocratie. Je ne saurais dire que le Tchad ne le fera pas, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. L'étape primordiale où le Tchad est, c'est récupérer sa souveraineté. Et cette souveraineté, c'est l'enjeu majeur. On le fera avec peut-être quelqu'un qui n'est pas très aimé, peut-être quelqu'un qui sera très aimé. Pour toi, c'est Kaka qui va remplir cette grande mission de sauvegarder le Tchad. Il doit le faire parce qu'il contrôle l'appareil le plus sensible du Tchad, c'est l'armée. L'ossature du Tchad, c'est l'armée. Quand vous maîtrisez l'armée, effectivement, vous pouvez emmener la grande dynamique de libération du Tchad. Maintenant, les mouvements comme avec Dioré, il faut que les panafricanistes fassent pression sur Kaka pour que ce dernier... Sur le modèle de Paul Kagame, c'est-à-dire des armées qui sont vraiment concentrées sur la sauvegarde d'une certaine partie de la population, d'une certaine case, d'un certain clan, et qui ne sont absolument pas du tout pour un bien-être général de la population. Ça, c'est quand même important de le répéter. Et je trouve ça un petit peu étrange, en fait, d'entendre d'un côté cette défense de Kaka, qui est vraiment concentrée sur son clan. Il faut le redire encore une fois. Et puis, le mettre en adéquation, le mettre en fusion avec des idées panafricanistes, un petit peu comme cette hypocrisie qu'on voit avec Paul Kagame, qui se présente comme un panafricain, qui est admiré par certains panafricains. C'est de la schizophrénie pure et dure. Mais écoute, en tout cas, Jonathan, je pense qu'on peut encore discuter jusqu'à fatiguer ici. Mais bon, c'est la réalité qu'on vit. Hein. Kaka a la tête d'une armée. Hein. Il n'est pas ici avec nous en train de discuter. Là-bas, tu joues, on te zigouille. Que pour autant, on doit accepter les choses qui sont en train de se produire. N'oublions pas une chose. On peut bien parler, évidemment, moi je ne pense pas que la démocratie, comme c'est présenté aujourd'hui, de toute façon la démocratie n'existe pas, parce que je pense que tous les candidats n'ont pas le même argent pour mener campagne. À partir de là, n'évoquons même pas la démocratie. D'ailleurs, c'est la même chose pour la France. Hein, je crois que Philippe Poutou n'a pas le même argent que Emmanuel Macron ou quoi pour mener campagne. À partir de là, on ne va pas parler de démocratie. Mais je crois quand même qu'on doit se recentrer. On n'est pas obligé de se dire que tiens, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. On doit rester en phase avec les problématiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et on ne peut pas tomber aussi dans certains pièges. Moi, je suis étonnée de l'entendre défendre aujourd'hui Kaka de cette façon. Vraiment, de voir en lui un tel espoir. Si tu me dis, s'il faut voter pour l'un, pour l'autre, qu'on est obligé de voter, encore on peut peut-être comprendre, puisque tu évoques cette armée, donc on va dire cette protection du peuple tchadien. Mais en réalité, quand on est sur le terrain et qu'on maîtrise vraiment, je pense que les Tchadiens, c'est un petit peu ça ce soir que les frères Djored et Abderrahmane ont voulu aussi mettre en exergue, c'est que quand on est Tchadien et qu'on vit au Tchad et qu'on ressent en fait ce clanisme, on sent bien que déjà si au sein de ton propre pays, tu n'es pas capable d'avoir un minimum de respect, de mettre un minimum d'équité entre tous les peuples qui composent déjà le pays, comment tu vas même évoquer la notion de panafricanisme, qui supposerait d'ailleurs qu'on puisse effacer d'une certaine façon les frontières actuelles. Tu vois, moi je pense que ce sont des questions qui sont un petit peu compliquées. On ne doit pas faire preuve d'une forme de schizophrénie. Kaka ne sera jamais notre sauveur, ça c'est une certitude, et il n'est pas panafricain. Il faut vraiment que tu... Je pense qu'il faut que tu enlèves ta frère. Pardon. Non. Je resterai, moi, simplement réaliste et lucide. Face à des enjeux géopolitiques qui sont froids,
et à des adversaires qui, eux, n'hésitent pas à tuer, je ne pense pas qu'on devrait jouer à faire comme si on veut faire de l'angélisme. Kaka n'est pas un saint, mais Kaka est un homme de poigne qui a montré qu'il peut maîtriser ses enjeux. Quand on parle de faire face à des hordes de barbares comme les terroristes, on ne parle pas d'enfants de cœur. Kaka, malheureusement, il a le profil de la tâche. Il connaît faire ces choses. On veut un guerrier à la tête du Tchad. Nous voulons à la tête du Tchad pour l'instant un guerrier, un homme fort, un homme qui pourra tenir ces gens. Parce que les Américains, ils ne vont pas venir faire la démocratie avec celui-là. Ils vont les zigouiller si jamais ce gars n'est pas fort. N'oublions pas une chose. Je pense que j'ai développé ce que je voulais dire. Parce que moi, je comprends ce que toi, tu es en train de dire. C'est qu'à un moment donné, on est obligé quand même d'avoir une véritable résistance par rapport à la force qu'on a en face de nous. Mais n'oublions pas quand même une chose. On est des êtres humains. On se bat pour notre survie, oui. Mais ce combat qu'on fait, si on le dissocie des personnes qui sont principalement la cible de notre combat, c'est-à-dire le bien-être général, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire chaque Africain dans ce qu'il peut représenter, on ne doit pas sombrer en oubliant totalement cet humanisme-là au nom d'une défense. Parce qu'en réalité, Kaka, comme les autres, c'est quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir. C'est quelqu'un qui est là pour le pouvoir, qui est là pour le pouvoir et qui est là aussi pour la suprématie de son clan. Malheureusement, on est encore là-dedans. On le ressent. Et je crois que ce sont des choses, moi, pour être congolaise, je perçois tout à fait le mal-être finalement des Tchadiens quand ils évoquent Kaka. Parce qu'ils ressentent cette espèce de caste qui veut prendre une supériorité. Et nous, on le ressent beaucoup dans la région des Grands Lacs. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'admiration de la part des Africains qui se disent, voilà, on a une armée forte, etc., qui va redresser son pays. Déjà, il ne redresse pas son pays. C'est une catastrophe dans son pays. C'est la misère. C'est des gens qui sont dans une situation, il y a des situations d'injustice sociale et une répression sanguinaire contre son propre peuple. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que tu te dis panafricaniste, mais tu interdis même une conférence organisée par un collectif qui regroupe tous les réseaux panafricains du pays. Donc tu te sens plus panafricaniste que ces gens-là, sous prétexte que peut-être tu estimes que la question militaire serait minimisée. Je ne dormirais pas si je ne disais pas un mot déjà pour te remercier de l'opportunité que tu nous as donnée d'échanger avec vous. Nous sommes partis d'une situation d'élection au problématique qui relève que, eh bien, voir Kaka diriger notre pays avec niveau, c'est très blessant pour nous. Mais apprendre qu'il est le sauveur panafricain que nous attendons, ça nous touche davantage. Vous savez, on voudra bien être panafricain, mais Kaka est incapable d'assurer la maintenance de la production d'électricité dans la capitale. Depuis 4 mois, eh bien, les gens n'ont peut-être pas eu 10 jours d'électricité. Depuis 4 mois. Alors, de quoi il s'agit lorsqu'on parle que ce monsieur-là va nous apporter une certaine souveraineté? Oui, j'ai fait les pays de l'AES. J'ai eu la chance de faire le tour des pays de l'AES. Ils sont en train de réfléchir aux solutions, non pas seulement des problématiques de souveraineté militaire, mais ils sont en train de travailler sur la souveraineté alimentaire, sur d'autres aspects. Okay. Mais ils sont incapables, même avec les Occidentaux aujourd'hui, sont incapables de satisfaire un minimum des besoins de nos populations. Je ne parle pas de démocratie, je parle des besoins des populations. Alors, eh bien, on ne peut pas être panafricain contre la volonté de ne pas apporter des solutions aux problèmes de sa population. Je crois que ce serait une très mauvaise lecture de la vision panafricaine de nos pères, de l'indépendance, que de croire que, eh bien, Kaka militaire, il est l'homme idéal pour nous apporter la souveraineté. Mais détrompez-vous,
vous l'avez dit pour son père, Mohamed Idriss Déby, mais il a été tué coup. C'est vrai, c'est avec peut-être un drone français, mais il a été tué à 300 km de la capitale avec une rébellion qui a avancé. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a aussi une question d'adhésion. Et aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans son propre camp, que ce soit au niveau du reste des Tchadiens, Kaka est rejeté. Et l'armée tchadienne, la bravoure du soldat tchadien, elle ne date pas du temps d'Idriss Déby, elle ne date pas du temps de Hissène Habré. Elle est là, elle sera là. Et je pense que les Tchadiens qui aiment le Tchad sauront valoriser davantage cette bravoure au service de l'humanité, plutôt que de le laisser de laisser cette armée, de laisser cette puissance entre les mains d'un assassin qui est prêt à tuer, peut-être à contribuer à tuer peut-être son père ou bien ses cousins, ses tantes, etc. Je pense que nous avons, en tant qu'intellectuels africains, le devoir de distinguer le vrai de l'ivraie. Et Kaka, aujourd'hui, je ne me dis pas cela, je peux dire la même chose pour beaucoup de candidats aujourd'hui. Eh bien, ils ne sont pas une solution. Si nous voulons parler de progrès, nous voulons parler d'unité africaine, nous voulons parler de souveraineté africaine, cette souveraineté ne peut pas être construite sur des armées claniques. Si vous voulez parler de la bravoure, si vous voulez parler de cette armée-là, eh bien, ne dites pas, ne rattachez jamais cette armée, cette puissance, cette bravoure, cette capacité-là, ne le rattachez pas à des hommes. Rattachez-le à l'être tchadien qui a peut-être une certaine spécificité. On peut développer cela, mais ne dites pas que c'est Kaka aujourd'hui, ne dites pas que ça a été son père, parce qu'ils n'incarnent autre chose que le fait d'être à la tête d'un clan, d'une armée construite pour répondre aux ordres, mais ça ne veut pas dire que les Tchadiens, d'une manière générale, ne peuvent pas gérer une armée. Merci encore une fois. Merci, je voudrais vraiment attirer l'attention de notre frère camerounais que le panafricanisme, là, hein, ça ne veut pas dire prendre n'importe qui et l'ajouter à une unité que nous voulons plus forte, de plus en plus forte. Parce que si Kaka dans le Tchad, avec Kaka dans l'AES, c'est beaucoup de fragilité. Moi, personnellement, là où je suis, je dirais que je ne soutiendrai pas un Tchad qui se rattache à l'AES avec toutes ces fragilités, parce que je voudrais voir les trois pays réussir leur souveraineté sur tous les plans. Et Kaka ne vient pas avec les gages d'un succès de ce regroupement. Les États gèrent d'autres contingences et les États panafricanisants gèrent d'autres contingences. Ces contingences sont différentes. Mais je dirais une chose qui sera à l'endroit aussi de mes frères Djoré. Si Kaka a les panafricanistes comme vous à ses côtés, je ne serais pas surpris que la France lui fasse un coup d'État, que vous soyez en train de crier super avec l'homme de la France qui le renverse, et que vous soyez en train de pleurer sur le nouvel homme de la France. Parce que j'ai l'impression que pour vous, le panafricanisme, c'est une discussion de salon. Non, il y a des hommes qui sont des hommes opérationnels. Quand vous avez des militaires qui prennent des risques, son père est mort, il a pris une balle, vous n'avez pas pris une balle. Vous êtes assis dans le salon confortablement, vous utilisez votre connexion Internet, vous discutez. Si vous comprenez l'enjeu d'une balle, du respect des parcours des... Si on vous met à la tête de cette armée, vous allez comprendre que ce que vous appelez armée clanique, ce n'est pas aussi facile à défaire. Il y a des gens qui ont des privilèges dans cette armée depuis des années. Quand on veut s'en défaire, il y a une méthode. Et quand on veut accompagner un pouvoir, parce que nous avons l'expérience d'accompagner des pouvoirs panafricanisants, quand on veut accompagner un pouvoir panafricanisant, il y a aussi une démarche. On est plus humble, on est moins
on est moins contraignant et on ne harcèle pas un pouvoir panafricanisant parce qu'il fait face à des contraintes extérieures. Les contraintes ne doivent plus venir de l'intérieur en grand nombre parce que les contraintes de l'intérieur, ils les interprètent différemment. Donc, peut-être que votre démarche aussi, vous devriez la questionner et voir comment vous pouvez faire pour accompagner un pouvoir panafricanisant au Tchad. Mais si vous êtes dans la démarche de Kaka, on ne l'aime pas, la géopolitique, ce n'est pas une affaire d'amour. Ce n'est pas un contrat d'amitié, ce n'est pas un contrat de mariage. En géopolitique, il y a des faits qui sont froids et les réalités géopolitiques débouchent sur des décisions très froides, y compris la mort de milliers de personnes. Quand les Occidentaux planifient une vaste déstabilisation, mon frère Dioré, ils ne te voient pas comme un individu, ils te voient simplement comme un moyen pour atteindre leur fin. Donc, arrêtons-nous de nous mettre dans les discussions de salon et de dire le panafricanisme, c'est ci, c'est ça. Et parce qu'un chef d'État n'a pas fait ce que nous on veut, on dit non, il n'est pas panafricaniste. On regarde les pouvoirs. Quand il y a un pouvoir qui devient panafricanisant, on l'accompagne pour qu'il se rébelle totalement contre le néocolonialisme, pour qu'il se rébelle totalement contre l'impérialisme. On ne lui prête pas des idées de vouloir flatter. On lui dit, même si tu voulais flatter, maintenant, tu vas le faire sincèrement. C'est notre démarche que nous adoptons. Moi, c'est la démarche que j'assume. Je n'ai pas un contentieux personnel avec Kaka. Ce n'est pas un de mes amis. Ce n'est pas un de mes frères. Donc, quand je pose une analyse, je vois les forces en présence, j'analyse qui a le plus de moyens de nous permettre d'atteindre un objectif. Et pour moi, jusqu'à présent, Kaka, il est l'homme de la situation. Peut-être que vous le constaterez avec le temps. Il est absolument clair que ici, l'idée de se défendre, d'avoir une armée forte et de pouvoir se défendre militairement contre ces puissances coloniales, c'est primordial. On l'a tout à fait compris, c'est quelque chose que tout le monde a intégré. Mais tu ne peux pas dire que Kaka est l'homme de la situation. C'est ça qui est problématique dans le raisonnement. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui s'oppose au fait qu'il est très important de parler déjà de survie, parce que si on n'existe pas et qu'on est botté en touche et qu'on disparaît, il n'y a même plus de peuple pour discuter. Ça, c'est un fait. Le problème ici, c'est d'évoquer Kaka comme la personne qui va nous débarrasser d'un néocolonialisme, alors que lui-même, c'est un bébé, il a été nourri au biberon du colonialisme. C'est vraiment une personne qui n'a absolument rien à faire dans le débat solution. Alors, ça, c'est mon point de vue, évidemment. Je voudrais aussi apporter un énorme respect aux militants qui sont ici, qui sont loin d'être dans un salon climatisé. Ce sont des personnes qui risquent leur vie. Jorette, aujourd'hui, tu n'es pas dans ton pays parce que tu as été contraint de partir, et on sait ce que c'est que d'être contraint de partir de son pays parce qu'on prend de très grands risques. Donc, je voudrais te rendre hommage aujourd'hui également à notre frère Abderrahmane qui est toujours sur le terrain et qui a déjà subi non seulement énormément de répression, énormément de dérangements très très sérieux de la part du pouvoir de Kaka. Et donc, je vous rends hommage aujourd'hui. Je sais tout le respect qu'on doit vous apporter aujourd'hui. Vous êtes des acteurs de terrain, vous prenez des risques, vous risquez votre vie, c'est un fait. Et donc, je pense qu'il est très important aussi, quand on fait une analyse, de garder aussi en tête cette idéologie-là qui doit nous continuer à nous guider. Parce que, Jonathan, moi, je sais où est-ce que tu veux en venir, et je crois qu'on l'a tous compris ici. Et la problématique, elle réside vraiment dans le fait que cette solution-là, on ne va pas la trouver avec un Kaka. Et je n'arrive même pas d'ailleurs à comprendre ce raisonnement qui fait que tu vas dire qu'un Kaka a sa place avec lui à la tête du pays dans l'AES. D'ailleurs, est-ce que même... C'est pas lui, c'est qui? Donc, moi, j'ai rigolé quand j'ai entendu... Si c'est pas lui, on met qui? Si vous avez un nom, vous résolvez la situation. Tu sais, tu parlais de force militaire. Le Tchad peut très bien bénéficier de la force militaire de ces pays de l'AES sans avoir Kaka à la tête d'un pouvoir armé. Ça, ce sont des gens qui utilisent vraiment gravement ces idéologies-là qui nous nourrissent aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, ce ne sont pas que des idéaux, ce sont des faits, ce sont des actes concrets. On n'est pas dans des discussions de salon. Aujourd'hui, on a une réalisation, et ça fait d'ailleurs très longtemps qu'on est impliqué dans cette lutte.
Je vous rappelle d'ailleurs que la plupart des luttes souverainistes qu'il y a aujourd'hui sur le continent, qui ont commencé avec notamment cette dénonciation du franc CFA, etc. Mais tout ce qui s'est passé, tout cet aboutissement, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Burkina Faso, ont été vraiment impulsés notamment par Urgence panafricaniste, par Kémy Séba, avec des actions très concrètes sur le terrain. Et donc, on est vraiment là-dedans depuis de nombreuses années. On comprend vraiment les mécanismes qu'il y a, on comprend les dynamiques internes, en tout cas, qui sont en train de se produire. Et on ne veut pas que ce soit récupéré par des personnes qui viennent complètement abîmer cette lutte dans son essence. C'est ça, je crois, notre propos. Mais après, pour la question vraiment de la force militaire, c'est un fait absolu. Il nous faut une puissance militaire, il nous faut une grande force militaire. Et il faut qu'on puisse rester souverain avec cette force militaire, notamment quand on parle de la Russie. Il faut que ça reste nous-mêmes, qui puissions prendre des décisions pour nous-mêmes, qui n'est pas impérialisme. Ça, je crois que ça doit être clair. Je vais être obligée de conclure. Mon ami, mon frère Abderrahmane, que je salue, je crois que tu as 46 degrés à N'Djamena, vraiment. Je transpire pour toi. On est tous sur le continent, mais je crois que toi, c'est vraiment le pire de nous tous. Le monde de la chaleur. Donc, je t'envoie beaucoup de force. J'aimerais vraiment que ce débat puisse se poursuivre. On va encore parler du Tchad, que c'est très important. Jonathan, tu l'as dit, il y a énormément d'enjeux, énormément de pays. Et j'aimerais vraiment encore qu'on puisse t'inviter. Je te remercie d'être là. Je remercie aussi Jored. Je sais que ces derniers mois sont des mois qui sont très importants. On est vraiment au milieu d'une lutte. Gardez tous la tête très froide. Abderrahmane, merci beaucoup aussi d'être là. Il y avait d'autres personnes qui devaient aussi participer. Je les remercie quand même. Il y a Makaïla, il y a aussi notre ami Dani, qui est également politologue, qui est expert en tout cas en analyste politique vraiment de haut niveau. Il a ses émissions sur Afrique Résurrection. Je vous invite aussi à aller les regarder. Restez connectés régulièrement sur Afrique Résurrection parce que vous voyez, on est en train de vraiment de subir non seulement un très, très fort shadow banning sur les réseaux qui sont encore ouverts, mais je vous rappelle que la page TikTok a été bannie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave. On va essayer d'y remédier. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On avait quand même 380 000 personnes qui nous suivaient sur ce compte. Donc c'est problématique. N'hésitez pas aussi à dénoncer ça, à dénoncer ce bannissement. Parce qu'on essaye sur Afrique Résurrection, on essaye depuis maintenant plus d'un an de vous donner des informations, donner la parole à tous les acteurs. Jonathan, je vois que tu es en train de rigoler. C'est vrai que non, mais c'était intéressant de discuter ce soir et je crois qu'on s'est tous enrichis avec ces débats. S'il vous plaît, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont regardé cette émission ce soir, merci beaucoup d'être restés là. Je vous rappelle que c'était l'idée ce soir, c'était de décrypter non seulement les élections, mais la situation tchadienne, parce que évidemment ces élections-là, c'était une mascarade, c'était un théâtre à vue, c'était chaotique. On verra un petit peu les pseudo-résultats qui vont commencer à sortir demain. Et je suis sûre qu'on pourra encore en redébattre ensemble, que ce soit en privé ou publiquement. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Afrique Résurrection et à la prochaine. C'était notre premier live. Je pense que ça s'est très bien passé. On republiera évidemment quelques extraits et je vous inviterai tous à nouveau avec un très grand plaisir. Bonne soirée à tous et surtout, ne vous faites jamais acheter par personne. N'ayez pas de prix. Merci beaucoup.